Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec le docteur Vincent Renaud, médecin nutritionniste et auteur de Fatigue, surpoids, maux de ventre, migraine, mycose et si le responsable était le candidat albicans aux éditions Alpen. Bonjour docteur. Bonjour. Vous décrivez des symptômes finalement très communs à la plupart des personnes, la fatigue, le surpoids, les maux de ventre, les migraines. Est-ce que ça veut dire que presque tout le monde a du candidat albicans? Pas forcément, c'est surtout en fait d'essayer d'attirer l'attention du grand public mais aussi des médecins que derrière certains symptômes relativement banaux et classiques peut se cacher effectivement le développement et un développement inamical d'une levure qui s'appelle le candida albicans et en proliférant ce candida albicans va développer différents symptômes. Donc il ne faut pas faire de raccourcis, ce n'est pas parce qu'on est fatigué qu'on a systématiquement une candidose chronique, mais si on a plusieurs symptômes associés, effectivement il faut penser à ce diagnostic et pour ça envisager de faire une recherche approfondie. D'accord, parce que le candida albicans, à la base, est une levure qui vit en harmonie, en symbiose. En symbiose dans notre système intestinal, il vit dans le microbiote, il fait partie de notre microbiote, essentiellement au niveau du côlon droit, puisque c'est la zone où se passe toute la digestion des sucres, qu'on appelle la fermentation. Et donc ce candida albicans sert à recycler nos déchets et a des fonctions aussi de production d'énergie au niveau des cellules de l'intestin. Et donc comment devient-il pathogène finalement? Alors en général, et ça fait suite, soit à une alimentation trop riche en sucre, c'est vrai que notre mode alimentaire favorise la prolifération de ces levures qui peuvent se développer et se transformer en forme de moisissure, puisque ce champignon a cette spécificité, on l'appelle un dimorphisme, c'est-à-dire qu'il peut passer de forme levure à une forme moisissure, et cette forme moisissure est bien sûr moins sympathique. Les conditions du développement de la moisissure, ça peut être aussi lié à un état de fatigue chronique parce qu'on est stressé, on dort mal. Ça peut être lié aussi à des toxines qui sont accumulées dans l'organisme, qu'on trouve dans l'alimentation, des pesticides, et aussi très souvent à la prise d'antibiotiques répétées qui va déséquilibrer le microbiote intestinal et favoriser le développement justement de cette levure. Levure qui proliférant va se transformer en moisissure et va devenir à ce moment-là non plus amicale et s'équilibrer avec notre microbiote, elle va devenir plutôt inamicale et proliférer sous forme d'un parasite. D'ailleurs, vous mentionnez dans votre livre en fait que les antibiotiques, c'est pas forcément le fait de soi-même prendre des antibiotiques, Non. mais aussi quand on prend de la viande par exemple. Tout à fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait que les animaux d'élevage, malheureusement, malgré les différents décrets, sont encore en partie nourris avec des antibiotiques de manière à justement perturber la flore des animaux d'élevage et permettre à ce moment-là d'engraisser ces animaux grâce aux antibiotiques. Et ces antibiotiques, on les retrouve malheureusement dans les aliments qu'on consomme quotidiennement. D'accord. Et en fait, comment on peut savoir si on a du candida albicans? En fait, il y a différents tests pour le faire. Lesquels sont fiables d'après vous? Il existe plusieurs tests. Alors pour moi, ça reste quand même la clinique qui est la priorité. Donc on a élaboré avec un groupe de médecins nutritionnistes un questionnaire approfondi qui permet déjà d'orienter le thérapeute vers une candidose ou en tout cas une hypothèse de candidose chronique. Ensuite, si on veut affiner le diagnostic, il est recommandé de faire une sérologie. La sérologie anti-candida n'est pas une preuve absolue, mais déjà va vous orienter et étayer le diagnostic. Et ensuite, pour moi, l'examen de référence, ça reste la recherche de métabolites organiques urinaires, c'est-à-dire sur simple recueil urinaire, on va voir s'il existe des métabolites issus de cette fermentation de ces levures au niveau du microbiote intestinal. Du coup, je me mets à la place de personnes qui pensent, qui ont des symptômes, qui se disent peut-être j'ai du candida. Est-ce qu'elles vont chez leur médecin traitant pour demander ces À mon avis, le médecin traitant aura du mal à proposer ce type d'examen parce que ça reste quand même d'un domaine assez spécialisé. Aujourd'hui, quelques médecins nutritionnistes s'intéressent au candida albicans. Je fais partie de ce groupe. On a créé une association qui est l'Institut européen de physionutrition et de phytothérapie. On est un groupe d'une centaine de médecins qui pratiquons ces examens et qui élaborons un diagnostic beaucoup plus poussé. Ensuite, on peut vous trouver sur un site internet Oui, c'est le site IEPP, Institut européen de physionutrition-eu.org, et qui va vous permettre de voir éventuellement, de trouver un médecin dans le secteur géographique où vous vous situez, qui sera à même de pouvoir traiter cette candidose. Médecin ou thérapeute, puisque aujourd'hui on a effectivement de plus en plus de naturopathes ou d'ostéopathes qui rejoignent cette association de manière
à traiter justement ces pathologies méconnues, puisque le premier livre qui a été écrit sur la candidose s'appelait The Missing Diagnosis de Orion Truss. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est un diagnostic oublié qui malheureusement remplit les salles d'attente des cabinets et pour lequel on est souvent désarmé parce qu'on n'a pas eu la formation nécessaire pour traiter ces pathologies. Et souvent ces patients sont incompris et ont un petit peu fait du nomadisme médical, ont été de cabinets médicaux en cabinets médicaux sans trouver de réelles solutions à leurs problèmes. Et est-ce qu'il y a des conseils pratiques dans l'alimentation que ces personnes peuvent déjà mettre en pratique pour, Absolument, déjà diminuer la quantité de sucre. On sait que la consommation moyenne de sucre par habitant a été multipliée par 7 en 50 ans. Donc ce qui est considérable, c'est changer les habitudes alimentaires, c'est-à-dire affamer le candidat, donc diminuer tous les sucres raffinés essentiellement. Donc le pain blanc, les pâtes, le riz, la loi des P, moi j'appelle ça, c'est ce que j'explique à mes patients, pain, pâtes, pizza, pâtisserie, pommes de terre et tout ce qui apporte des sucres raffinés. Privilégier les fruits et les légumes. Bon, bien sûr les protéines, les viandes, les poissons. Et puis on peut y associer des légumineuses, les légumes secs. Et j'ajoute souvent des aliments complets. Et en parallèle, on va limiter l'alcool et tout ce qui contient des levures. Donc notamment le pain qui contient des levures de boulanger, on va l'interdire et le remplacer par du pain au levain. Donc en travaillant sur un levain qui n'est plus une levure ou un champignon, on va utiliser un levain qui sera une bactérie et qui sera beaucoup moins toxique pour la flore intestinale. Ou sinon, vous utilisez des pains qui ne contiennent pas de levure. Moi, j'utilise aussi pas mal de pains sans levure, comme le pain Azim ou d'autres marques de pains qui sont tout à fait recommandées. D'ailleurs, beaucoup de personnes remplacent en fait le pain, disent je suis intolérant au gluten, prennent des pains sans gluten. Tout à fait. Alors moi, j'en pense du bien. Moi-même, je suis adepte du sans gluten et j'ai expérimenté les bénéfices, ne serait-ce que par rapport aux désordres intestinaux. Il est évident que le gluten, la consommation a été augmentée là aussi par 5 en une trentaine d'années et provoque là aussi certains désordres digestifs intestinaux et notamment favorise la prolifération du candida. Alors, on ne va pas rentrer dans les mécanismes physiopathologiques parce que ça serait un peu compliqué. Je ne suis pas un gluten-free absolu, c'est-à-dire que je n'impose pas l'arrêt du gluten à tous mes patients et notamment dans le régime anti-candida, je ne l'impose pas parce qu'il y a déjà beaucoup d'évictions alimentaires et je veux que mon programme anti-candida, puisque ce sera l'objet de mon deuxième bouquin, soit quand même relativement faisable pour quasiment tout le monde. Si on s'en réfère à certains sites internet, on s'aperçoit qu'à vouloir trop faire d'éviction, levure, gluten, produits laitiers, etc., on a beaucoup de patients qui abandonnent en cours de route. Il faut savoir que c'est un traitement qui est long, entre 3 et 6 mois. Moi, je fais des essais thérapeutiques, donc je vais donner des compléments alimentaires, je vais traiter la flore intestinale, je vais traiter la porosité intestinale, je vais rééquilibrer le pH, donc l'équilibre acido-basique, je vais détoxifier le foie, je vais faire plusieurs étapes et tout ça, ça prend du temps. Donc je pense que le régime alimentaire et le régime anti-candida doit être quelque chose de relativement accessible à tous. Donc déjà supprimer les sucres et les levures, ça me paraît pas mal. Le gluten, si on peut le faire, c'est mieux, mais ce n'est pas une obligation. D'accord. Et est-ce qu'après ces 3 à 6 mois de traitement, le candidat est définitivement Malheureusement, malheureusement, non, parce que ce candidat, comme vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, il fait partie de notre microbiote, donc il persistera quoi qu'il arrive et il est nécessaire à l'équilibre de cette flore. Par contre, on va atténuer les symptômes et on peut atteindre des rémissions qui varient entre 2 à 5 ans, où le patient va être totalement débarrassé de ces symptômes gênants. Donc les symptômes les plus gênants étant la fatigue chronique, les migraines et les troubles digestifs. Est-ce que ça veut dire qu'il doit continuer ce régime Souvent, alimentaire je conseille quand même à mes patients de maintenir une surveillance sur l'alimentation pendant au moins 1 à 2 ans. Donc de limiter quand même la consommation de sucre. De toute façon, les conseils alimentaires qui sont prônés dans ce livre sont bénéfiques pour toutes les autres pathologies, puisqu'on sait que le sucre n'est pas bon aussi pour les problèmes de diabète, d'obésité, de maladies cardiovasculaires. Et donc le fait de proposer ce régime anti-candida avec une éviction des sucres raffinés va aller dans le bon sens de l'équilibre alimentaire. Donc tout ça, ça ne fait que aller dans le sens d'un bon état de santé, d'une bonne hygiène alimentaire, faire des cures de détox régulièrement parce que le foie est le deuxième rempart après l'intestin, puisque les toxines qui sont issues de ces levures
vont passer dans la circulation sanguine à travers la porosité intestinale et c'est le foie qui va se charger de détoxifier tout ça. Donc je pense qu'il est nécessaire, et pas que dans la candidose chronique, de faire au moins 2 à 3 fois par an des cures de détox, équilibrer son pH parce qu'on sait qu'aujourd'hui notre alimentation est plutôt de type acidifiante et on sait que le Candida albicans aime l'acidité et l'acidose pour sa prolifération. Et donc à partir du moment où on équilibre l'alimentation de type plutôt alcalinisante, riche en fruits et légumes, on va aller là aussi dans le bon sens du bien-être et d'une alimentation santé, et qui ne va pas que pour traiter le Candida albicans, mais pour traiter beaucoup d'autres pathologies de civilisation. D'ailleurs, je reviens sur la détox et le jeûne. En fait, on sait... C'est tout à fait intéressant. Il y a des études scientifiques qui disent qu'en 10 jours, on peut éliminer des germes comme l'Escherichia coli ou l'Helicobacter pylori. Est-ce que pour le Candida, un jeûne de 7 à 10 jours pourrait tout à fait être bénéfique. Et moi, je le propose. Alors, il faut effectivement un bon encadrement, parce que le jeûne thérapeutique nécessite une bonne connaissance, évidemment, de ses apports alimentaires. On ne peut pas le faire chez les enfants trop jeunes, chez les personnes âgées ou les femmes enceintes. Donc on va le limiter à des gens qui sont en bonne santé, qui sont en pleine activité. Mais sur des cures de 8 à 10 jours, on va effectivement permettre une véritable détoxication de l'organisme, une mise au repos de tous les autres organes et effectivement une meilleure régulation de notre système immunitaire. D'accord, merci beaucoup docteur. Donc je rappelle, vous êtes l'auteur de ce livre et vous allez publier un livre. Voilà, c'est mon régime anti-Candida, toujours chez Alpen, et qui parlera évidemment des moyens naturels de lutte contre le Candida albicans avec une 50aine de recettes qui ont été proposées et avec l'aide d'une diététicienne. Parce qu'effectivement, ce qui fait peur souvent aux patients, c'est dans les évictions alimentaires, souvent on ne trouve pas de solution alimentaire. Et vous verrez que, au contraire, le fait d'avoir un changement d'alimentation plus vers effectivement des fruits et des légumes et des aliments complets, avec des recettes à la clé, on s'aperçoit que c'est une méthode qui marche et qui n'est pas si compliquée que ça et qui n'est pas éloignée de nos habitudes de vie, surtout en Méditerranée où on a plutôt une alimentation saine. On essaye en tout cas. Merci beaucoup, docteur Vincent Renaud. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez être en contact avec moi, vous pouvez me suivre sur Facebook ou Twitter. Et bien sûr, vous pouvez commenter cette vidéo en dessous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.